Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Aujourd'hui on est le dimanche 30 septembre 2018 et je vais vous faire mon update lecture du mois de août. Ouais, j'ai eu beaucoup de retard. Enfin beaucoup, ça va. C'est qu'un mois, ça pourrait être pire. Mais j'ai du retard dans le tournage de mes vidéos. Même pas dans le montage parce qu'elles sont juste pas tournées en fait, les vidéos. Je sais déjà, j'ai mon planning, je sais quelle vidéo je dois vous tourner à quel moment, sauf que je n'arrive pas à m'y tenir. Voilà, il y a des choses qui se passent dans la vie qui font que tu as d'autres choses à faire que tourner des vidéos malheureusement. Et vous savez pourtant que ça me remplit vraiment de joie de tourner ces vidéos, pardon, et de m'occuper un peu de cette chaîne et de vous poster des vidéos tout simplement. Et malheureusement là c'est vrai qu'au mois de septembre ça a été un petit peu compliqué. Bon, je vous en ai déjà parlé, il y a quelques événements qui ont un petit peu tout chamboulé à la maison, du coup voilà, c'était assez compliqué, mais bon. Je suis là aujourd'hui et je vous fais mon update lecture du mois d'août. On commence tout de suite. Au mois d'août, j'ai lu les tomes 5 à 8 de la série Saga. C'est une saga de comics que j'aime vraiment beaucoup et pourtant c'est de la science-fiction, space opéra quasiment, et c'est pas forcément un genre que j'apprécie d'habitude, mais là c'est vrai que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Saga et voilà, je remercie beaucoup. Je crois que c'est Ninon qui en parle, ouais, c'est Ninon donc de la chaîne Les Carnets d'Opaline qui en a parlé pour la première fois, enfin grâce à laquelle j'en ai entendu parler pour la première fois, et du coup je les emprunte à la médiathèque au fur et à mesure. Donc là j'ai lu les tomes 5 à 8. C'est écrit par Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Je crois que c'est Urban Comics, mais je ne sais plus. Il faut absolument que je note le nom des éditeurs. Sinon, je ne m'en sors pas. Voilà, bref. Vous avez de toute façon toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Le tome 9 sort en octobre aux États-Unis et sortira chez nous en France, donc au mois de novembre normalement. Je vous ai déjà parlé de cette série, elle est complètement barrée, les personnages sont d'une diversité incroyable. Je trouve que les dessins et les couleurs sont magnifiques, même si le trait n'a rien d'extraordinaire, je trouve que c'est très harmonieux. L'ambiance de l'histoire est sympa, c'est drôle et c'est pourtant parfois très stressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour les personnages, qu'est-ce qui va leur arriver au final. Les thématiques abordées dans cette œuvre sont vraiment très diversifiées et il y en a tout simplement vraiment beaucoup, et je pense que c'est un comics universel, c'est-à-dire qu'il peut vraiment s'adresser à tout le monde peut y trouver son compte et franchement je vous le conseille de tout cœur, c'est vraiment génial. J'ai également lu Le Mystère des Fleurs de Tempête qui est le 4e tome de la série Sorcière de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, et comme d'habitude je n'ai pas noté le nom de l'éditeur, mais bon, vous avez l'habitude, vous regardez en bas et vous les aurez. C'est une bande dessinée fantastique pour la jeunesse dans laquelle on va suivre deux sœurs qui sont sorcières tout simplement. La plus jeune a des pouvoirs mais elle parvient pas encore très bien à les maîtriser. Dans les 3 premiers tomes, il me semble que c'était plutôt vers elle qu'on était tourné. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce 4e volet, c'est que... alors, la backstory se suit plus ou moins, mais vous n'avez pas forcément besoin de lire les 3 premiers tomes avant de lire le 4e, puisque on est à chaque fois sur des petites enquêtes différentes. Dans ce 4e tome, on va plutôt suivre la grande sœur. Et du coup, c'est plus une thématique adolescente qui est abordée, même si la bande dessinée est pour les plus jeunes, je dirais 9-10 ans à peu près. Là c'est vraiment l'adolescence qui est mise au cœur de cette intrigue, puisqu'on va suivre, comme je vous le disais, la plus grande sœur qui se pose beaucoup de questions sur sa place au sein de la famille. Est-ce qu'elle rend ses parents assez fiers? Est-ce qu'elle en fait suffisamment? Elle est totalement en quête d'identité, elle est un petit peu perdue, presque même déprimée, et je trouve que la relation qui unit ces deux sœurs est vraiment sublime, tout autant que les dessins et les couleurs. C'est une bande dessinée qui est vraiment très très mignonne et je vous la conseille également de tout cœur. J'ai également lu L'énigme du message perdu, c'est le 5e tome des enquêtes d'Enola Holmes. C'est une bande dessinée jeunesse policière réalisée par Serena Blasco d'après les romans de Nancy Springer. Je vous ai déjà parlé de cette bande dessinée à plusieurs reprises et il n'y a pas très longtemps, puisque je l'avais reçue, j'avais fait une commande France Loisirs et j'ai reçu le 1er tome de cette bande dessinée dans cette commande, donc vous devriez pouvoir retrouver les planches dans ma vidéo book haul du mois d'août je pense. J'adore les dessins, j'adore les couleurs, je trouve que c'est très original, j'aime beaucoup l'offre que réalise la créatrice de cette bande dessinée par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le marché actuel de la bande dessinée pour enfants. L'univers Sherlock Holmesque est forcément super intéressant, l'époque est géniale, les couleurs, comme je vous l'ai dit, sont vraiment très belles, les costumes sont géniaux. L'enquête, quant à elle, est plus ou moins facile à résoudre, disons que ça suit un petit peu à chaque fois le même cheminement, même si les enquêtes sont différentes pour chaque tome. On tombe assez facilement sur le coupable au final, et quand on n'arrive pas à trouver immédiatement qui est le coupable,
on comprend très bien la façon dont raisonne le personnage principal. La trame de fond est toujours présente, c'est-à-dire que depuis le premier tome, Enola enquête sur la disparition de sa mère et elle est persuadée qu'elle peut la retrouver au travers d'indices qui lui sont disséminés au fur et à mesure des tomes, mais je trouve qu'il n'y a pas d'avancée fulgurante et j'aimerais bien qu'il y ait quand même pas forcément un tome entier consacré à cette recherche de sa mère disparue, mais qu'on avance un petit peu plus sur cette enquête. J'ai ensuite lu Ce qui reste de Joseph Busquet et Alex Xul. C'est à nouveau une bande dessinée, mais cette fois-ci c'est une bande dessinée pour adultes et avec un registre fantastique. On va en fait suivre ici les aventures d'un petit garçon qui est entraîné dans un pays imaginaire par une créature fantastique. Et ses parents s'inquiètent, forcément, ils ne comprennent pas pourquoi leur garçon a disparu, ils pensent qu'il a été enlevé. Et finalement, quelques semaines ou quelques mois plus tard, l'enfant réapparaît. Sauf que pour l'enfant, il ne s'est écoulé que quelques heures, alors que pour les parents, donc comme je vous l'ai dit, il s'est écoulé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand l'enfant revient, il leur raconte toutes les aventures qu'il a vécues dans ce pays fabuleux qu'il a aidé à sauver. Et forcément, les parents ne le croient pas immédiatement et l'enfant disparaît à nouveau. Et les parents vont rencontrer des gens qui font partie d'un groupe à qui il arrive exactement la même chose. Leurs enfants disparaissent et sont entraînés dans ce pays imaginaire pour aider à le sauver. C'était une bande dessinée assez déconcertante. Je m'attendais plus ou moins à l'histoire, mais je m'attendais pas à ce que ce côté monde imaginaire soit tellement réel, en fin de compte, tellement tangible et qu'il existe pour de vrai. Je m'attendais plus à peut-être une psychose collective ou je ne sais quoi, enfin voilà, mais pas du tout à ça. On sent profondément la douleur des parents et c'est très touchant parce que dans un premier temps, ils sont toujours impuissants, mais dans un premier temps, ils n'acceptent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fin de compte, ils sont bien obligés d'accepter ce qui arrive et ils ont beau dire à leur fils, qui est peut-être trop jeune pour comprendre et trop excité par les aventures qu'il vit, qu'il ne faut pas qu'il reparte parce que ça les rend malheureux. Le gamin ne peut pas s'empêcher en fait de partir à l'aventure et en fin de compte ça détruit peu à peu les parents et c'est vraiment très très émouvant. Par contre, l'acharnement des policiers et des journalistes est vraiment vraiment agaçant et en même temps on peut les comprendre, c'est pas évident d'assimiler le fait que cette réalité alternative puisse exister et que les parents disent la vérité, seulement voilà, on ne parvient pas à les croire et forcément la police continue à enquêter. À la deuxième ou troisième disparition de leur enfant, les parents disent qu'il est simplement parti en séjour je ne sais où, alors que c'est faux, mais du coup les policiers se doutent que quelque chose n'est pas vrai dans ce qu'ils disent, donc ils mettent l'enquête, ils se rendent compte qu'en fait le fils n'est pas là où ils prétendent être. Voilà, et le journaliste pareil, c'est trop bizarre, cette famille est mauvaise, enfin voilà, c'est... Et du coup, les parents qui sont tellement malheureux le sont encore plus à cause de la pression exercée par l'extérieur, par ces institutions, et c'est vraiment terrible. La fin est juste inattendue, enfin franchement je m'attendais pas du tout à ce dénouement et ça fend le cœur, c'est terrible. Cette bande dessinée est belle, non seulement en termes d'illustration, mais aussi en termes d'histoire, et c'est juste terrible la façon dont ça se termine, et je vous invite vraiment à la découvrir parce que j'ai pas envie de vous dire comment ça se termine, mais je pense qu'il faut quand même... qu'il faut vraiment le découvrir parce que c'est... Voilà, c'était waouh. J'ai également lu De toutes ses forces de André Borbet et Amélie Vidello. C'est un album dans lequel on va suivre deux marmottes, une grand-mère marmotte et son petit-fils, je crois, sa petite fille. Je crois que c'est un garçon. Et donc le petit garçon n'a pas envie de manger ses petits pois parce qu'il n'aime pas les petits pois. Et la grand-mère va lui dire qu'il faut qu'il mange ses petits pois. Et elle va en gros réussir à chasser le loup parce qu'elle aura mangé des petits pois. Et du coup le petit-fils va manger des petits pois. Enfin, ça fait beaucoup de petits pois dans ce résumé. Mais bon bref, vous avez compris, un album pour expliquer l'importance, pour expliquer aux enfants l'importance de manger des légumes. Comme il en existe beaucoup, c'est vraiment... très jeunesse, voilà, plus que les albums que j'ai l'habitude de lire. C'est mignon. Je trouve que le fait que les personnages principaux soient des marmottes, c'est assez original. C'est pas forcément les personnages qu'on rencontre le plus dans les albums. En général, c'est plutôt des chats, des chiens, ou à la limite des ours. Mais effectivement, les marmottes, c'est assez rare. La thématique est classique. L'enfant qui refuse de manger ses légumes, puis qui se rend compte qu'il peut faire de grandes choses s'il les mange. Enfin voilà, c'est assez classique. C'est pas un album qui est extraordinaire, mais c'est assez joli. Ensuite, j'ai lu Émile Rêve de Vincent Cuvelier et Ronan Badel aux éditions
Gallimard collection Giboulé, ça je connais à force de les voir tout le temps. Donc c'est un album d'Émile, voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce petit personnage. De tous les Émile que j'ai lus jusqu'à présent, Émile Rêve est celui que j'ai le moins aimé. Comme son titre l'indique, Émile Rêve, l'histoire est beaucoup plus onirique forcément et moins terre à terre et du coup l'humour est moins drôle. Tout simplement, voilà, il était moins drôle que les autres. C'était quand même sympa parce que c'est Émile et les dessins sont géniaux et la bouille de ce gamin est juste adorable, mais c'était pas le meilleur. J'ai également lu le tome 7 de la série Arte de Kei Okubo. C'est un manga historique qui se déroule à peu près à l'époque de Léonard de Vinci en Italie et on va suivre les aventures d'une jeune femme aristocrate qui est peintre et qui a décidé de quitter sa famille pour travailler tout simplement à son compte, enfin pas forcément à son compte mais pour essayer de se débrouiller par elle-même et vivre de sa passion. C'est déjà un tome 7 donc je vais pas vous dire vous raconter toute l'intrigue du début jusqu'à ce tome 7, mais c'est une histoire que j'adore, les dessins sont sublimes. L'époque et les thématiques abordées sont très intéressantes. On y parle d'art, de féminisme, de place de la femme dans la société. Dans ce tome 7, il y a l'amorce d'un changement pour le tome à venir, enfin en tout cas je l'espère. Peut-être des nouveaux lieux, peut-être de nouveaux personnages, peut-être le retour d'un personnage qui ne fait plus partie du tableau depuis trop longtemps à mon goût. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est extraordinaire. J'ai également lu le 3e tome de la série Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino. C'est un manga shoujo fantastique que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, donc je vais pas forcément beaucoup m'attarder sur le résumé, et d'ailleurs même pas du tout, parce que si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le découvrir, je ne peux rien vous dire sans vous spoiler. Voilà, donc je vais tout de suite passer à mon avis. Je trouve qu'il y a une évolution intéressante dans la relation des personnages. Depuis le début, on a une trame arrière, une backstory autour de la scolarité du personnage masculin et en particulier de sa participation à un club de foot. Et moi, le foot, ça me gave un peu, donc j'ai trouvé cette partie un peu agaçante, mais ça a l'air d'être terminé là avec ce tome 3. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait le tour, donc j'espère qu'on va pas retrouver cette thématique dans les tomes suivants. Il y a un personnage masculin mystérieux qui semble connaître la situation du personnage féminin, j'ai oublié son prénom, qui semble savoir ce qui se trame et on ne sait pas encore exactement qui il est, quelles sont ses relations avec la famille, c'est assez étrange. Je me demande même si ce serait pas un méchant dans l'histoire. En tout cas la thématique est toujours aussi originale, mais je trouve que l'intérêt du premier tome et de la découverte, de la surprise de comprendre ce qui se passe avec cette jeune fille, c'est le soufflet est un peu retombé. Voilà, donc j'espère que ça va assez remonter dans les tomes suivants. Après les comics, BD, mangas, livres d'images, je passe aux 3 romans que j'ai lus au mois d'août et je commence avec le meilleur des 3. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur pour la fin, je commence avec le meilleur des 3. J'ai lu au mois d'août Les Tambours de l'Automne, le 4e tome de la série Outlander de Diana Gabaldon. C'est édité par J'ai lu, je crois, je suis presque sûre, mais bon, on sait jamais. Si vous ne connaissez pas Outlander, vous vivez certainement dans une grotte et vous ne pouvez donc pas voir cette vidéo puisque ça m'étonnerait que vous ayez la Wi-Fi. Bref, Outlander c'est une série romantique, historique, fantastique. Voilà, on va dire ça comme ça. En gros, on va rencontrer à la fin de la Seconde Guerre mondiale Claire Randall qui s'est mariée peu avant que la guerre éclate et en fait ça fait du coup 4 ou 5 ans je pense qu'elle est mariée, mais comme la guerre a éclaté, ils se sont vus en tout et pour tout peut-être 2 mois, elle et son mari, et du coup ils décident de partir en seconde lune de miel en Écosse. Seulement arrivée sur place, Claire, je vous la fais courte, hein, Claire va être aspirée par un cercle de menhirs et propulsée 200 ans en arrière. Non, pas en avant, en arrière. 200 ans en arrière, donc en 1700 et quelques. Sur place, elle va faire la connaissance de Jamie Fraser, qui est un Highlander très séduisant et tutti quanti. Voilà, et en gros, une histoire d'amour va commencer entre eux, voilà. Bon, là, on est déjà au tome 4, hein, donc vous avez raté plein de choses si jamais vous ne connaissez pas cette série. Si vous avez la flemme de rattraper votre retard au niveau des livres, il y en a déjà 12 qui sont sortis, je crois, mais parce qu'il y a 1 ou 2 tomes qui sont coupés en 2 en plus. Chaque tome fait à peu près, plus ou moins, même plus que moins, 1000 pages, donc vous pouvez également regarder la série télé qui est une adaptation assez fidèle je trouve et
les personnages et les acteurs sont vraiment très bons, donc je vous invite vraiment à la découvrir. Je vais pas du coup vous faire le résumé de tout ce qui se passe dans les 4 premiers tomes parce que j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère que vous découvriez cette aventure qui est juste génialissime par vous-même. Je vais quand même vous parler un petit peu de ce tome 4. Les chapitres ont des points de vue alternés et j'ai trouvé ça génial. La thématique principale de ce 4e tome, c'est la famille, et je trouve que ça change un peu des 3 tomes précédents. Alors c'est sûr, la famille faisait toujours partie du décor, mais dans le tome 1, on a plutôt l'adaptation de Claire. Ensuite, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler la suite de l'histoire, mais bon, disons que la famille, c'est vraiment ce qui est au centre de ce 4e tome. À nouveau, les personnages vont être assez maltraités, ils vont vivre pas mal d'événements difficiles. C'est un tome qui est encore une fois très riche en émotions. J'ai vraiment trop hâte de voir l'adaptation qui normalement débarque le 4 novembre, donc dans très peu de temps. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir réussi à lire le 4e tome dans les temps. Et en plus de ça, même si je vous ai dit qu'il fait plus de 1000 pages, je ne l'ai lu qu'en une semaine. Et franchement, je suis vraiment très fière parce que 1000 pages, c'est quand même un sacré pavé. Mais j'ai réussi à le lire en une semaine, c'est vous dire à quel point, même si il y a beaucoup de descriptions, enfin, moi j'adore ça quand j'arrive. Il me faut des descriptions parce que sinon j'arrive pas à visualiser l'endroit où je me trouve, ou les fringues, ou les personnages, et voilà, j'ai besoin de ces descriptions, donc la plume de Diana Gabaldon est vraiment géniale là-dessus. Et voilà, même si c'est parfois du coup un peu long et qu'on a envie qu'il y ait des rebondissements, je l'ai dévoré en une semaine, donc vous voyez à quel point c'est quand même fluide et agréable. Et le problème de ces bouquins, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous pouvez plus les lâcher. Et 1000 pages, ça se lit pas en une journée, sauf si vous êtes dessus de minuit 01 à minuit, voilà. Et encore, il vous faut un rythme de lecture assez soutenu. En tout cas, j'ai vraiment passé un super moment avec ce tome 4. C'est encore une fois un coup de cœur comme tous les romans d'Outlander que j'ai pu lire jusqu'à présent et j'ai vraiment trop hâte de voir l'adaptation. J'ai ensuite lu Piège conjugal de Michelle Richmond. C'est un thriller que j'ai reçu via la plateforme NetGalley. Donc je remercie cette plateforme pour cet envoi numérique et les éditions Presse de la Cité. Je crois que c'est ça. Je revérifierai et je vous mettrai ici si c'était faux, mais je crois que c'est ça, Presse de la Cité. Donc c'est un piège conjugal, c'est un thriller dans lequel on a 2 personnages qui vont se marier et en fait pour leur mariage ils reçoivent une boîte dans laquelle il y a une adhésion au pacte, et en fait ce pacte est là pour veiller à la bonne marche du couple, veiller à ce qu'ils respectent certaines règles qui feront que leur mariage va durer pour toute la vie. Malheureusement, une fois qu'ils auront accepté d'adhérer au pacte, il y a effectivement certaines petites règles qui sont sympas à suivre, genre se faire des cadeaux de temps en temps et autres petites choses. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, à partir du moment où l'un des deux va légèrement déraper, même si c'est pour une broutille, ça va très mal tourner. J'ai trouvé que l'intrigue était originale et bien construite. Les 2 personnages principaux, donc le mari et la femme, sont assez approfondis et chacun a des côtés que j'ai aimé et que j'ai moins aimé. J'aurais aimé une fin différente, un petit peu plus fermée, quoique bon, c'est assez bien conclu, mais j'aurais vraiment aimé une fin définitive, quoi. Pour moi, une fin n'est pas une fin si c'est une fin ouverte, voilà, vous le savez, hein, vous savez que je déteste les fins ouvertes. Là, en l'occurrence, voilà, je réussis quand même à m'imaginer ce qui aurait pu se passer, mais j'aurais vraiment aimé que l'auteur l'écrive, quoi. Et en plus, la façon dont cette fin ouverte est écrite me fait penser que la fin que j'aurais aimée n'est pas celle que l'auteur a prévue. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, donc une fin différente m'aurait satisfaite. Et je trouve que le petit manque de ce roman, c'est une annexe avec quelques points du fameux règlement du pacte pour qu'on puisse vraiment s'imprégner un peu plus de ce que cette organisation a mis en place, quelles règles sont à suivre, quelles sanctions pour quels manquements à ces règles. Ça aurait été vraiment intéressant, je trouve, même si c'était pas le but de l'ouvrage, je pense que ça aurait été un petit plus. Et je termine cette update lecture en vous parlant de La vie de A à Z de Debbie Johnson aux éditions Milady, que je remercie parce que je l'ai également reçu en format numérique grâce à la plateforme NetGalley. C'est un roman feel good dans lequel on va rencontrer 2 sœurs qui se sont perdues de vue depuis des années et qui se retrouvent suite au décès de leur mère, dont les dernières volontés consistent à rapprocher ces 2 filles. J'ai trouvé ce roman génial. Les passages drôles sont alternés avec les passages dramatiques et on passe du rire aux larmes en 2 secondes. Je suis quand même restée assez perplexe face à la démarche de la maman. J'ai trouvé ça assez injuste. En fait, elle a décidé de ne pas dire à ses filles qu'elle était malade et en fait les filles découvrent qu'elle est décédée sans jamais avoir su qu'elle était mal en point, qu'elle avait je crois que c'est un cancer qu'elle a. Donc elle est malade, elle est sur le point de mourir. Et dans ses dernières volontés, elle a décidé de faire un genre de
pistes à suivre pour ces filles pour qu'elles puissent se retrouver. Et donc la vie de A à Z, c'est ça le nom de son projet, consiste en des lettres, en des vidéos, en des cassettes audio que ces filles écoutent, regardent ou font quand il s'agit d'actions et qui commencent toutes par une des lettres de l'alphabet. Et donc j'ai trouvé ça assez injuste parce que je pense que même si elle aurait très bien pu mettre son projet à exécution, tout en permettant à ses filles d'être à ses côtés jusqu'à la fin, même si ces filles avaient de très bonnes raisons, que je ne vais pas vous dévoiler ici, de plus parler depuis des années, je pense qu'elles auraient au moins fait l'effort pour leur mère de se retrouver dans la même pièce pendant quelques heures. Enfin voilà, ça m'est un peu passé au-dessus. Après, étant donné que l'intrigue était intéressante et que j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai assez facilement laissé couler parce que c'est qu'un roman, c'est pas la vraie vie, et que au final la démarche en elle-même était assez intéressante. La relation entre les deux sœurs, donc qui se renoue au fur et à mesure, est assez sympa. On nous dévoile progressivement ce qui s'est passé pour qu'elles ne se parlent plus du tout, et bon, je l'avais vu venir à des kilomètres quasiment dès le départ, je savais ce qui s'était passé, mais bon, j'avais quand même pas tous les tenants ni tous les aboutissants, donc c'était quand même intéressant de le découvrir, même si je vous dis c'était assez évident. Et je pense qu'une adaptation télé serait assez chouette pour faire genre un petit, vous savez, les petits téléfilms de l'après-midi sur M6 ou TF1. Je pense que ça pourrait être assez sympa, d'autant que il y a un personnage masculin qui est en fait le meilleur ami de leur mère. Je trouve qu'il est très télégénique en fait, la façon dont l'autrice le décrit. C'est tout à fait un personnage qu'on pourrait imaginer déambuler et prendre vie. Et du coup, je trouve que ça pourrait être très intéressant de voir une adaptation télévisuelle, si ce n'est cinématographique, de cette œuvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer une seule des vidéos que je poste, même si en ce moment il y en a un petit peu moins, je devrais réussir à reprendre le rythme normal des choses dans les semaines et les mois à venir, en tout cas je l'espère. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!